les analyser. Ensuite, quels sont aussi les risques sociaux, environnementaux et économiques de l'exploitation minière. Après, je ferai une introduction très brève de la RSE en général, avec juste quelques définitions et concepts. Et après, donc, on ira plus spécifiquement dans la RSE pour le secteur minier. Donc, c'est une première introduction, sachant qu'on y reviendra dans les webinaires futurs. Alors, pour revenir aux bénéfices de l'exploitation minière, donc tout d'abord, et c'est quelque chose que Moussa a souligné aussi, c'est en fait pourquoi l'extraction minière est importante pour des pays, c'est que, bon, on l'a vu, c'est important pour les exportations et autres, mais c'est aussi important pour le développement de l'économie nationale. C'est qu'en fait, si vous regardez dans les objets autour de vous, donc là j'ai mis la photo d'une cuisine, je pense, américaine, mais les métals et les minéraux, enfin, ou les minéraux métalliques et les minéraux non métalliques, hein, industriels en particulier, sont partout autour de nous. Donc on entend parler des scandales sur les pierres précieuses ou sur quel autre ou sur les minéraux des conflits dans les téléphones. Mais en fait, c'est dans bien d'autres produits que nous utilisons. Donc, vous pouvez voir, donc, dans les vitres, vous avez dans les vitres d'une maison, vous avez des sels de silice. Dans le plancher d'une maison, il y a des traitements avec des minéraux industriels comme du talc. Les peintures sont faites aussi avec du calcium carbonate, du carbonate de calcium, pardon. Les carrelages aussi utilisent d'autres minéraux industriels. Le fer est utilisé dans la maison. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez le faire le tour. Dans la photo qu'il y a là, il y a plus d'une vingtaine de minéraux utilisés dans cette cuisine. Donc, en fait, ce qu'il est important de souligner, c'est que du coup, les métaux et les minéraux, en fait, sont en fait le départ de plein d'autres activités économiques et de plein d'autres industries. Et en fait, c'est un peu ce que propose la VMA, Vision minière africaine, c'est de développer des industries en aval pour transformer ces minéraux, ce qui aidera donc plus au développement de l'Afrique, et aussi donc de développer aussi en amont d'autres industries, donc de fourniture à l'industrie minière, comme par exemple le matériel minier. Alors Chantal passe mon... Ah, je sais pas qui... Non, non, mais là, non, faut me laisser ma présentation, je sais pas qui... Voilà, donc si on passe... Voilà. Non, non, c'est moi qui vais passer les slides. Voilà. Donc, si on prend ce slide, donc les bénéfices aussi, donc l'Afrique a souvent vu en termes de ce que ça a amené par rapport à des relations, par rapport à des investissements miniers étrangers en Afrique. Donc, on peut voir que là, c'est les résultats d'une étude en fait de l'ICMM, Conseil mondial, oui, des mines et métaux, avec aussi une autre société de conseil qui s'appelle l'OPM, en fait, donc qui estimait, hein, c'est des estimations, qu'en fait, les contributions macroéconomiques de l'industrie minière dans les pays à bas et moyens revenus, c'est pas que l'Afrique, hein, c'est aussi d'autres pays, pouvaient contribuer, hein, dans les pays avec une industrie minière de 70 à 90% des investissements directs étrangers dans le pays, de 30 à 60% des exportations, même voire plus, hein, dans certains pays. C'est dans la présentation après. Michel Doussin le soulignait. Donc de 3 à 20% dans les revenus fiscaux. Donc là, c'est déjà beaucoup plus varié. Et là, c'est très important d'avoir justement des capacités de négociation, des contrats pour négocier des revenus fiscaux qui soient avantageux pour les pays africains. Ensuite, donc les mines peuvent représenter en gros de 3 à 10%, donc il y a des cas au-dessus et en dessous, hein, une fourchette, c'est 3 à 10% du revenu national brut. Et ça, en fait, on verra que c'est souvent, en fait, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas suffisant en tant que tel pour développer une économie, hein, donc c'est important de développer d'autres économies à côté. Et ensuite, les grandes entreprises minières représentent 1 à 2% du total de l'emploi. Alors, c'est bien les grandes entreprises minières, donc le potentiel est assez faible de ces grandes entreprises minières parce que c'est des mines mécanisées, qui ne sont pas forcément très créatrices d'emplois. Par contre, le chiffre est tout à fait différent, donc on n'a pas vraiment un vrai chiffre, mais l'image est tout à fait différente si on inclut les mines artisanales, qui là, parce qu'elles sont manuelles, beaucoup moins mécanisées, donc constituent aussi une source d'emplois qui est là beaucoup plus importante. Voilà, et donc le CES de Côte d'Ivoire avait raison donc, tout à l'heure
de souligner ce potentiel. Donc, je vais continuer. Donc là, vous avez des chiffres supplémentaires, mais qu'on ne va pas voir dans le détail, hein. Et pour passer donc aux risques socio-économiques et environnementaux en fait, de l'activité minière. Alors, tout d'abord, donc les chiffres sont assez. C'est une activité qui a des impacts énormes. En même temps, donc on l'a bien vu, on a besoin d'activités minières pour à peu près tout ce qu'on utilise dans la vie quotidienne, hein. Néanmoins, c'est une activité qui a des impacts potentiellement négatifs très forts. Euh, et donc, il est absolument important de gérer avec la RSE. Donc, j'ai mis 2 études là, je vais peut-être présenter que la dernière pour aller plus vite, mais dans une étude qui est sortie vers le 27 octobre, hein, enfin, il y a 2 semaines, qui vient du site et du centre d'information qui s'appelle Business and Human Rights Resource Center, centre de ressources sur les droits de l'homme et les entreprises en français. Donc sur 170 cas de violations présumées des droits humains en Afrique francophone qu'ils ont pu identifier, hein, dans leur base d'information, 42% étaient le fait d'industries extractives. Donc ça, c'est en Afrique francophone. Donc ça montre qu'en fait, c'est quasiment la moitié. Donc ça montre que ces industries donc, créent des risques assez forts. En plus, c'est des violations des droits de l'homme. Oui, d'accord, je vais revenir au slide précédent. C'est souvent des violations assez extrêmes avec des personnes qui peuvent mourir, tuées dans des conflits. Par exemple, le drame de Maracana en Afrique du Sud, où il y avait eu 50 ou 60 personnes tuées en fait, dans des affrontements avec la police. Bon, c'est pour en citer un. Il y a aussi le travail des enfants, il y a du travail forcé aussi dans les mines avec les migrants. Enfin bon, il y a beaucoup de cas comme ça. Pour revenir donc à la pyramide, ce qu'on veut dire en fait, oui, pour conclure là-dessus, c'est qu'en fait, les chiffres peuvent sembler très intéressants en termes d'investissement direct étranger et de capacité à augmenter les exportations. Néanmoins, donc ça l'est en fait en particulier pour des industries qui sont très basées sur les industries minières, enfin pour des économies qui sont très basées sur les industries minières. Néanmoins, si on va vers d'autres critères, d'autres indicateurs comme les revenus fiscaux d'un pays qui sont très importants, le revenu est bien, le bénéfice, le potentiel de l'industrie minière est moins élevé. Et dans certains cas, même quand dans les pays qui ont quelques pourcents en fait, de leurs revenus fiscaux qui sont issus de l'industrie minière, on voit que l'industrie minière apporte très peu à ces pays. Ça pose aussi des problèmes, parce que ça veut dire qu'après le pays, Moussa a rappelé que c'est une industrie qui est finie dans le temps, qui n'est pas renouvelable, hein, contrairement à l'agriculture. Donc, il y a un moment, les revenus de l'industrie minière s'arrêtent. Et en plus, par contre, c'est là aussi que dans la période post-exploitation minière, il peut y avoir des coûts très importants pour les pays si elles ont à gérer la réhabilitation du site minier. Donc, par exemple, dans les négociations des contrats miniers, dans les dispositions légales, c'est très important d'avoir des dispositions pour la fermeture de la mine et pour la réhabilitation de la mine, que ces coûts environnementaux et voire sociaux, hein, puisque il y a des emplois perdus, soient pris en charge de manière éthique, raisonnable par les industries minières. Voilà, et ça passe par, entre autres, des obligations faites à la mine, à l'investisseur, mais faites à la mine et à l'entreprise minière, et aussi ça dans la loi, et aussi des dispositions dans le contrat avec cette entreprise pour qu'elle ramène assez de revenus fiscaux pour gérer les, les réparations de la mine qui ne seraient pas prises en charge par ces obligations de réhabilitation de la mine à la fin. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si on descend encore après la contribution au revenu national, le bénéfice est plutôt moins grand. Et la contribution en termes d'emploi, en tout cas formelle dans les grandes mines, est encore moins grand. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair, ou sinon on pourra y revenir, ou je pourrais répondre aussi par écrit. Donc, nous avons vu les violations des droits humains. Après, si on regarde même au-delà des violations strictement des droits humains, on a bien d'autres impacts potentiellement négatifs qui sont reprochés aux mines. Donc tout d'abord, il y a ce qui est le plus grand souci en fait des
des gouvernements. Alors moi, j'ai travaillé surtout sur l'Asie, en Chine et en Inde, mais c'est un sujet qui commence à être aussi très important, enfin pris de manière importante en Afrique. C'est en fait les mines illégales, informelles et sans régulation. Parce que ça, les mines illégales et informelles, qui donc n'opèrent pas selon les critères légaux, c'est la source ouverte à des impacts environnementaux très négatifs, à l'absence de revenus pour le gouvernement, de l'absence de revenus fiscaux, l'exploitation en fait en termes des travailleurs, hein, des conditions de santé et sécurité qui sont dramatiques. Vous pouvez vous amuser à faire du Google sur le web. Enfin, il y a plein d'historiques en RD Congo et dans d'autres pays, au Ghana, Burkina Faso, en fait, avec des personnes qui sont mortes accidentées dans des mines illégales. Après, il y a tout le problème de la gouvernance, donc des impôts, de la corruption, du rôle des mines dans les conflits, en fait, en particulier le rôle des revenus miniers dans les conflits. Donc, on reviendra sur ces impacts-là, donc je ne vais peut-être pas les détailler. Mais donc, tous ces problèmes qui sont autour de la gouvernance des entreprises minières. Ensuite, il y a tous les impacts des mines sur les communautés. En fait, alors il y a d'une part les déplacements forcés quand la mine doit s'installer là où habitaient des personnes. Alors je dirais que là, les impacts sont nettement moins élevés, par exemple, que l'agriculture. Ça n'a rien à voir en termes d'impact. Il y en a, mais en termes de nombre, ça n'a rien à voir. Néanmoins, ils existent et il faut euh, ces déplacements forcés ne sont pas acceptables selon les normes internationales. Ou alors s'il y a des déplacements forcés ou involontaires, il faut les compenser par un certain nombre de mesures qui sont codifiées en fait dans des instruments internationaux, comme les standards de la Société financière internationale. Et ensuite, par contre, ce qui est souvent aussi très ressenti par les communautés au niveau des mines, c'est le fait que leur impact sur leur accès aux ressources naturelles qui leur sont utiles, en particulier pour leur survie, comme l'eau, ou aussi pour leurs activités économiques comme l'agriculture, hein, et bien, il peut y avoir des impacts négatifs. Donc, par exemple, l'eau polluée par les mines, par l'activité minière, ou alors si cette eau est polluée, ça va avoir des impacts aussi négatifs sur l'agriculture, ou ça peut être aussi, moi, ce que j'ai vu autour de sites miniers, c'est par exemple beaucoup de poussière sur les champs, ce qui a des conséquences négatives sur ces sites miniers. Voilà. Après, d'autres impacts négatifs, donc c'est par exemple des impacts sur la santé, donc par exemple avec le fait de respirer des poussières des mines, s'il y a certaines formes de silice dedans, ça peut créer donc des maladies comme la silicosis, hein, silicose, pardon, qui est potentiellement mortelle. Donc le bruit, les vibrations liées au travail minier, les explosions aussi qui peuvent être une gêne et voire un danger. Voilà. Ensuite, il y a tous les impacts environnementaux, donc on reviendra aussi dessus. Eau, paysage, pollution de l'air, les impacts sur la biodiversité, l'occupation du sol, le fait qu'on peut passer d'une forêt qui va séquestrer du carbone, fournir des ressources de biodiversité pour les personnes qui habitent, donc à une mine qui là ne fournira plus ce qu'on appelle ses écoservices. Voilà. Et puis ensuite, en termes de droits humains et de travail, donc tous les problèmes de travail des enfants dans des conditions de sécurité non acceptables. On sait bon, que le travail des enfants est quelque chose qui est on ne peut pas forcément arrêter le travail des enfants demain en Afrique, parce que dans des coins très reculés en particulier, c'est une réalité. Mais le travail dangereux des enfants est quelque chose qui est proscrit donc, dans les normes internationales avant les 18 ans des enfants. Et le travail dans les mines est bien souvent dangereux. Voilà, donc des conditions de santé et de sécurité difficiles, l'appel à la sous-traitance et au travail informel dans des mauvaises conditions, dans des conditions qui ne sont pas acceptables, hein, et pas mal aussi de problèmes sociaux liés aux travailleurs migrants. Voilà. Ensuite, si on regarde toujours pour la RSE, en fait, beaucoup d'impacts de la RSE vont avoir lieu pendant toute la phase d'exploitation et même après la phase après la fermeture des mines. Hein, là, vous avez des durées moyennes de vie des mines. Néanmoins, beaucoup d'impacts vont découler en fait de ce qui est décidé au niveau de la phase de développement et de négociation du contrat, du contrat minier. D'où encore l'importance dont on a parlé de bien négocier en fait ces contrats miniers, de l'importance donc d'avoir des cadres légaux
qui permettent de bien négocier ces emplois miniers et aussi de mettre en place des mesures de développement des capacités des gouvernements, enfin des responsables gouvernementaux sur les mines pour négocier ces contrats miniers. Puisque au niveau de la phase donc, de développement et de conception, construction. Donc, conception, c'est là qu'il y a les contrats. Donc, en fait, il y aura des études d'impact sociaux ou études d'impact environnementaux qui seront menées pour voir quels sont les impacts de la mine. Pour ça, on consultera les communautés locales et d'autres parties prenantes pour avoir leur avis et éventuellement leurs remarques et leurs réserves et leurs demandes par rapport au projet minier. L'entreprise minière devra souvent mettre en place, enfin en général, ça dépend des réglementations minières, mais bon, dans les bonnes réglementations minières, devra mettre en place un plan d'action sociale et environnementale pour contrôler les impacts négatifs et soit les supprimer, soit les atténuer, soit mettre en place des mesures de compensation. Souvent, ça dépend des législations. Les législations sont déjà plus variées, mais un plan de fermeture de la mine devrait être planifié en fait pour être sûr que l'entreprise minière d'abord met de côté de l'argent pour ce plan de fermeture et qu'on est bien d'accord sur un plan de fermeture de la mine pour ne pas laisser les choses dans un état qui serait néfaste pour l'environnement et les communautés environnantes. Voilà, et tout ça donc, peut faire partie du contrat ou du cadre entre l'État et la société minière. Voilà. Alors, on va avancer. Alors après, là, je vous l'aurez, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a tellement de minéraux extraits différents, de techniques utilisées pour extraire ces minéraux, de caractéristiques des sites miniers, aussi de taille de l'entreprise, voilà, qu'il y a tellement de situations différentes que on ne peut pas tout légiférer, d'où l'important aussi de ces contrats miniers et de ce qu'ils incluent en termes d'aspects sociaux et environnementaux. Parce que tout, bien sûr, ne peut pas être dans la mine. Aussi, on ne pourra pas demander la même chose à une petite mine, à ce qu'on appelle l'artisanat minier, ce que certains pays africains veulent légaliser, comme au Gabon ou comme au Cameroun, par exemple. On ne peut pas demander la même chose à ces artisanats miniers qu'à une grosse multinationale ou une grosse entreprise nationale minière. Voilà. Donc la loi aussi prendra sans doute enfin, c'est pas le cas forcément partout, mais devra tenir compte aussi en fait de ces aspects des différences de sites et de différences d'entreprises minières. Voilà. Ça, on va passer. On va aller un peu plus vite. Donc, on va passer maintenant à une présentation des grands concepts de la RSE, très rapidement. Donc, en fait, je vais rappeler la définition en fait, de ISO 26000. Donc, ISO, c'est l'organisme international pour développer des standards pour les entreprises. C'est un organisme privé, donc il y a aussi des normes publiques. Aujourd'hui, on va parler de celui-ci parce que c'est le plus opérationnel, en fait, je dirais. Et puis aussi, il a été négocié en prenant vraiment en compte les opinions des pays en développement. Il y a vraiment une application très forte des pays en développement. Donc, c'est un standard qui est assez équilibré, qui n'est pas forcément que la vision des pays du Nord, comme par exemple les principes de l'OCDE. Et puis alors, mais en même temps, il est très concret. Voilà, donc c'est pour ça que je vous présente cette définition. Aussi, cette définition a la particularité d'être reconnue, acceptée par un certain nombre, enfin par enfin de représenter un certain consensus au niveau des institutions internationales, aussi au niveau des acteurs, que ce soit les entreprises ou la société civile. Donc la responsabilité sociétale et environnementale d'une organisation, ça peut être une entreprise ou un autre type d'organisation, vis-à-vis des impacts de ses décisions managériales et de ses activités sur la société et sur l'environnement. Donc la responsabilité sociétale, doit se traduire en fait par un comportement transparent et éthique qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société, qui prend en compte les attentes des parties prenantes. Les parties prenantes peuvent être les clients, les communautés, les collectivités locales, les investisseurs, les gouvernements locaux et nationaux, les fournisseurs aussi, voilà, donc on en a un certain nombre, mais voilà les principales parties prenantes. Donc l'entreprise devra
avoir un comportement qui respecte les lois en vigueur et qui est aussi compatible avec les normes internationales de RSE. Et ces pratiques, ce comportement devrait être intégré à l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations avec les parties prenantes et aussi dans ses opérations. Voilà. Donc si vous avez des questions sur cette définition, en fait ce qu'il faut retenir c'est que on va le voir dans les slides après, donc là je vous ai mis aussi la définition de l'Union européenne. Là sur ce slide vous avez aussi les thèmes des instruments internationaux pour la RSE, donc des instruments généraux. Donc on a les principes directeurs de l'OCDE, la déclaration tripartite de l'OIT, le pacte mondial de l'ONU, les principes directeurs de l'ONU pour les entreprises et les droits humains, et donc cette norme ISO 26000. Donc, on va aller assez vite, mais donc c'est des instruments qui s'adressent à toutes les entreprises, enfin, à tous les secteurs, je veux dire, d'activité. Certains vont s'adresser que aux entreprises, par exemple, l'OCDE, ça va s'adresser aux entreprises de l'OCDE qui investissent à l'international. Donc ça peut être le cas des entreprises canadiennes en Afrique. Hein. Et les autres en fait instruments que vous voyez là donc sont par contre ça s'adresse aux entreprises de tous les pays. Donc les thèmes les plus communément couverts sont ceux en fait d'ISO 26000 avec donc le fait que l'entreprise doit être transparente sur ses impacts socio-environnementaux, que l'entreprise donc doit gérer avec responsabilité donc les aspects de travail, santé, sécurité, doit respecter les droits humains, respecter ou en tout cas avoir une gestion de l'environnement qui minimise ses impacts négatifs, doit aussi gérer et prendre en compte les communautés pour ne pas impacter négativement ces communautés ou réparer les impacts négatifs qu'elle a sur ces communautés, doit lutter contre la corruption et refuser ces pratiques, doit aussi gérer les consommateurs et mettre sur le marché des produits ou des services responsables, et doit aussi avoir des pratiques éthiques des affaires et de la concurrence. Voilà. Après, donc, dans moins d'instruments, et c'est pour ça que les principes de C2 sont intéressants, mais donc, dans moins d'instruments seront inclus les impôts, ce qui est sciences et technologies, l'impact économique de l'entreprise et les mécanismes de résolution de conflits. Voilà, donc on va passer très vite. Hein. Je suis désolée d'aller vite, mais c'est pour essayer de tenir dans les temps. Minute de silence, oui, voilà. Aussi, donc Charles du CESE me rappelle qu'à midi, on doit observer une minute de silence. Donc, on pourra, pour donc, les terribles attentats qui sont passés en France, donc on pourra l'observer peut-être ensemble et après reprendre pour finir un peu plus tard. Voilà. Bon, je pense que je vais passer sur ces deux diapos, en fait, que vous pourrez consulter. Et si vous avez des questions, je pourrai répondre par email. Pour passer en fait à la RSE du secteur minier. Alors, donc en fait, comme on l'a vu, comme la RSE du secteur minier, ou plutôt le secteur minier a de très forts impacts en termes de droits humains et aussi des autres aspects qu'on a pu voir. Donc les institutions internationales se sont très vite en fait, enfin très vite, se sont depuis longtemps penchées très vite. C'est jamais assez vite, hein, il y a toujours un décalage entre ce qui peut se passer sur le terrain et les décisions des institutions internationales, mais c'est quand même un secteur qui a été pris en compte peut-être de manière la plus forte par l'ONU. Donc, tout d'abord, il faut noter que ça, c'est dû en fait à ses impacts en termes de droits humains et en particulier au rôle des mines dans des guerres en Afrique en particulier. Donc, ça a donné lieu à des rapports et résolutions de l'ONU pour trouver des solutions. Et après, ça a donné lieu en fait en 2003, enfin 2001 et 2003, au processus de Kimberley, qui est un processus de certification des diamants pour éviter en fait que se retrouvent exportés ou commercialisés même. D'accord, je parle un peu plus proche du micro et un peu plus fort. Voilà, merci. Vous pouvez me dire si ça est mieux ou pas. Donc, le processus de Kimberley, processus de certification des diamants, en fait, pour être sûr que ces diamants ne venaient pas de zones de guerre, et même de certains pays de la guerre. Et aussi, donc, l'initiative pour la transparence des industries extractives, en fait, c'est une initiative pour être sûr qu'en fait, les revenus miniers étaient bien, en fait, utilisés par les gouvernements pour
qui bénéficie à la population africaine et pour éviter que ces revenus ne soient dirigés, enfin utilisés de manière illégale en fait par des membres des gouvernements, voilà. Donc ces deux initiatives qui sont majeures parce qu'en fait, en particulier, donc elles ont permis d'impliquer les États, les entreprises, la société civile sur ces problèmes. Et en particulier pour l'ITIE, donc en fait, les pays signataires, donc on a vu tout à l'heure que beaucoup de pays africains miniers sont signataires, doivent après en fait prendre en compte dans leur législation des mesures, doivent mettre en place des mesures pour assurer en fait la transparence des revenus du secteur minier. Ça permet après donc à la société civile de ces pays de pouvoir demander des comptes à ces gouvernements sur l'utilisation qu'elles en font. Et puis, ça permet aussi, après aussi, de recoller par rapport à ce que déclarent les entreprises minières dans un certain nombre de cas. Voilà, alors c'est des choses qui peuvent encore s'améliorer, hein, mais c'est l'ITIE en particulier, il y a un impact dans beaucoup de pays d'Afrique qui a été très positif. Sur ces revenus miniers aussi, une autre critique qui est de plus en plus fréquemment faite, c'est que les revenus miniers en fait vont au niveau national, mais pas assez au niveau des collectivités territoriales. Donc tout à l'heure, donc il y avait une question qui disait est-ce que il y a des choses pour que l'argent soit dépensé, enfin une partie des bénéfices soit utilisée au niveau local. Donc il y a des mesures pour que ça soit fait. On commence à avoir des pays qui le font. Et ce qui est sûr, c'est que la vision minière africaine aussi préconise qu'il y ait une implication dans la gestion des mines de plus en plus forte des acteurs locaux, des collectivités locales. Voilà. Et puis après, donc toujours avec les minéraux, le problème plutôt des pays des Grands Lacs, en particulier de la RD Congo. Donc il y a eu des initiatives pour gérer ces minéraux du conflit. Donc il y a eu en fait en particulier donc la conférence des Grands Lacs, des pays des Grands Lacs, qui a mis en place un certain nombre de mesures, dont une certification minière. En fait, elle est sur une autre page, on verra après. Il y a eu aussi un guide de l'OCDE pour comment les entreprises devaient gérer leur chaîne d'approvisionnement sur les minéraux des conflits. Et il y a un certain nombre de pays, États-Unis, donc le Canada qui vient de voter la loi, l'Union européenne où c'est en cours d'être pris, et la Suisse, j'ai mis un point d'interrogation parce que je ne l'ai pas vérifié, mais je le préciserai. Donc en fait, donc ces pays, la Suisse, on verra après, mais les autres pays donc, ont mis en place des lois ou sont en train de le faire pour en fait éviter que les minéraux des conflits se retrouvent en fait dans les chaînes d'approvisionnement de produits comme tout ce qui est informatique, téléphones mobiles, auto, donc en Europe. Voilà. Et les pays des Grands Lacs donc, ont aussi mis un système de certification de leurs minéraux des conflits pour être sûr que ces minéraux ne viennent pas des conflits. Donc après, donc, il y a aussi, donc là, comme vous pouvez le voir, donc, il y a un certain nombre d'outils internationaux plus spécifiques aux mines qui ont été mis en place, d'autres en fait outils internationaux. Donc vous avez la liste. Il y a aussi les instruments régionaux dont a parlé Moussa tout à l'heure. Donc, je propose aussi qu'on passe vite, mais tout ça, ça va dans le sens de dire que c'est un secteur hautement régulé. C'est aussi en fait des outils, si vous êtes amené à travailler donc, sur des standards, enfin sur des codes miniers ou des politiques minières, c'est des outils qu'il est très intéressant de consulter, parce que c'est vraiment la synthèse donc, par des organisations internationales de ce qui peut être fait de ce qui peut être fait en termes de gestion sociale environnementale, gestion des peuples autochtones, voilà. Et si on regarde maintenant les lois et codes miniers, et on arrivera bientôt à la fin, si on regarde les lois et codes miniers, donc en fait, actuel, alors ça au niveau global, c'est pas forcément sur l'Afrique, mais c'est plutôt d'ailleurs en se référant à des pays comme l'Inde ou la Chine ou l'Europe ou la Turquie. Donc, ou les États-Unis. Donc l'extraction minière est en général fortement régulée dans le monde, à toutes les phases, à toutes les phases, donc géologie, exploration minière, exploration des acteurs, exploration par les acteurs et acquisition des droits et permis, exploitation minière et fermeture. La phase géologie, exploration minière, donc ça implique plus en fait les gouvernements et puis des explorations encore, il n'y a pas forcément beaucoup
d'exploration qui peuvent être par les compagnies, mais où il n'y a pas encore forcément beaucoup d'impact. Excusez-moi. Mais après, donc sur la phase exploration, exploitation et fermeture, donc là, il y a beaucoup de législation qui concerne les entreprises, avec beaucoup d'aspects RSE, en fait, et c'est cela que je mets en exergue ici. Donc ça va de ce qu'on a déjà vu plus ou moins, mais donc de tout ce qui tourne autour donc, des contrats miniers et des droits miniers, donc avec l'étude d'impact environnemental, consultation, accord des administrations concernées, le, et puis accord aussi en fait des populations, respect des droits fonciers, zones protégées, enfin bon, voilà un peu là, vous les avez listés. Euh, donc au niveau de la décision en fait d'octroyer un permis minier, donc il y a beaucoup de choses qui sont vues et encore là, il y a beaucoup de choses qui sont décidées qui découlent de cette partie-là. Après, donc, nous avons pendant la phase d'exploitation, donc il y a tout ce qui est loi du travail, loi sur la santé et la sécurité, donc avec là des lois générales, mais aussi des lois qui peuvent être spécifiques pour gérer plus particulièrement les problèmes miniers. Donc, je vais prendre par exemple le cas de l'Inde. Bon, c'est en train d'être changé, mais le travail des enfants était interdit dans les mines spécifiquement, pas forcément dans d'autres secteurs de l'économie. Je parle des enfants au-dessus des normes de l'OIT, hein, donc de 14 ans, mais donc dans les mines, pas d'enfants en dessous de 18 ans. Voilà. Après, il y a aussi tout ce qui est sur les lois fiscales, les lois sur la transparence et les lois pour les droits des communautés, ainsi que les lois fermeture et réhabilitation des sites miniers. Donc sur les lois fiscales, il y a des lois générales, la transparence aussi. Les lois pour les droits des communautés, souvent, c'est des lois plutôt générales. Voilà. Donc la loi sur les lois en général s'articule autour des contrats et permis miniers. Les aspects les moins protégés, donc de ce qu'on peut voir dans différents pays, ça va être les droits des communautés. En fait, c'est peu codifié, donc ça sera très dur souvent pour les communautés de faire valoir leurs droits. Et aussi la réhabilitation des sites miniers, en fait, où il y a des pays, alors on peut citer par exemple la Chine, donc commence à mettre en place des régulations, mais jusqu'à 2000, pas de cadre pour la réhabilitation des terrains, que ce soit minier ou autre. Devant les problèmes rencontrés donc, par la Chine, par rapport à des sites miniers donc abandonnés avec des conditions très négatives. Donc la Chine est en train de changer. Voilà. Donc voilà, donc c'est des aspects de par moi l'expérience que je peux avoir donc dans les pays, dans certains pays. Donc les droits les moins respectés sont les droits des communautés, enfin les aspects les moins respectés, les droits des communautés et la réhabilitation des mines. Voilà. Donc on a vu donc les instruments internationaux, les lois des pays. Le dernier aspect de régulation, c'est les standards miniers qui vont être donc des standards volontaires. Donc comme le disait Michel en introduction, donc on a toujours une dichotomie entre la loi et les... Enfin une dichotomie, non mais en fait avant il y avait une dichotomie, les gens opposaient loi et standards miniers volontaires. Maintenant la tendance, je dirais la, le, le paradigme qui prévaut, c'est qu'il y a plutôt complémentarité des lois et des standards miniers. Donc pour vous, c'est également très important si vous êtes amené à travailler sur ce genre sur un code ou une politique minière, en particulier sur les codes, sur les lois. C'est très important de voir que la loi va être entre les normes internationales qu'il faudra prendre en compte, en particulier comme l'ITIE, hein, l'initiative sur la transparence des industries extractives, donc ça c'est au-dessus, donc il faudra les prendre dans la loi nationale, et en même temps dans les lois nationales, il faut codifier ce qui est très important. Après, il faut aussi laisser un peu de place aux volontaires, parce qu'on ne peut pas légiférer tout, il faut mettre en place un cadre qui permet aussi après aux entreprises de gérer en fonction du minerai, de la situation dans laquelle elles sont, et ça sera géré par le contrat minier. Donc il faut qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que la loi minière et la loi pour le cadre du contrat minier va mettre les bases, mais après, il y a un certain nombre de choses qui seront décidées au niveau du contrat minier via le processus d'étude d'impact environnemental, de consultation des populations, du plan d'action sociale environnementale de la mine qui, en fonction de ça, aura un permis ou pas
d'opérer la mine. Euh, et, et donc voilà. Et donc, il y a ces contrats miniers, et puis après, il y aura aussi les engagements. Donc ça peut inclure en fait l'engagement d'entreprise en termes de gestion de la mine, et cette gestion de sa mine peut passer par des standards internationaux que vous avez listés là, donc vous en avez un certain nombre. Il y en a qui sont pour certains minéraux spécifiques, il y en a qui sont plutôt pour certains types d'entreprises. Il y a même des normes, des lignes directrices, hein, qui sont juste des lignes directrices de la Chambre euh, des Chinoises, en fait, des sociétés chinoises qui exportent ou qui s'implantent à l'étranger dans l'exploitation minière ou l'exportation des minéraux, des métaux plutôt. Euh, donc voilà, il y a euh, certains de ces standards qui impliquent une certification avec une traçabilité, donc, hein, comme par exemple le RJC, qui est un code pour les pierres précieuses et enfin pour tout ce qui est bijouterie, donc pierres précieuses, diamants, or, platine. Donc il y a une certification avec traçabilité. Donc ça, c'est ce qui est le plus exigeant généralement. Et puis après, ça va jusqu'à des lignes directrices ou le code de conduite du Conseil mondial des métaux et minéraux, qui seront là plutôt des lignes directrices à la disposition des entreprises. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que les entreprises donc, doivent respecter la loi, devront souvent respecter des standards internationaux, mais peuvent aussi s'engager dans ces standards volontaires pour bien gérer leur RSE. Voilà. Nous allons passer au suivant. Et puis, j'en profite peut-être pour marquer quelques secondes d'arrêt pour donc, qui sont observés en France suite aux attentats pardon, de vendredi soir. Donc, ces attentats absolument euh, enfin, ignobles, je pense, excusez-moi, c'est le mot qui me vient à l'esprit, et inadmissibles, et qui, quelque part, mettent en cause aussi, pas seulement la France, mais beaucoup de pays, dans certains pays, dans un certain nombre de pays africains, comme le Nigeria, le Nord Cameroun, il y a ce type d'attentat. Donc, on est aussi tous solidaires par rapport à ce problème. Voilà, je vous remercie donc pour cet instant de silence, même s'il est un peu raccourci. Voilà, et je reviens à la présentation. Donc, et on va aller vite. Donc, toujours pour revenir donc en termes de hiérarchie un peu de ce que les entreprises peuvent faire. Donc, on a tout d'abord donc les standards internationaux et la loi. Alors, la loi nationale, c'est vraiment ce qui doit être respecté en premier, hein, la loi et puis éventuellement les dispositions du permis contrat minier. Euh, les standards internationaux qui sont, par exemple, pour l'ITIE retranscrits dans les lois ou dispositions pour l'exploitation minière d'un certain nombre de pays africains. Après, les standards miniers qui, là, sont volontaires, mais peuvent être complémentaires à la loi, peuvent aider, accompagner des entreprises en complément de la loi. Et puis après, donc ça, cette dernière page, c'est plutôt sur qu'est-ce que les entreprises peuvent faire aussi pour devenir des leaders dans leur secteur, les entreprises minières. Comme le disait Moussa, donc l'extraction minière, c'est une activité qui ne sera jamais durable puisque c'est non renouvelable. On gratte, on va creuser la terre pour extraire des minéraux. Donc il y aura toujours des cicatrices, il y aura toujours des impacts négatifs. C'est très dur de. Enfin, il y aura toujours des impacts négatifs. Oui, en termes, en tout cas, il n'y aura plus les ressources après. Hein. Après, on peut réhabiliter. En fait, on peut atténuer les impacts négatifs, hein, les contrôler. Après, donc il y a quand même des choses qui peuvent être mises en place pour aller vers de l'excellence minière. Donc, j'en cite quelques-unes. Donc, tout d'abord, par exemple, en termes d'emploi, ah oui, il y a une coupure. Oui, il y a une coupure parce que j'ai marqué un temps, je ne sais pas si c'est ça, en fait, c'est une minute, en fait, d'hommage et de
de deuil pour les victimes des actes terroristes de vendredi soir en France, hein, monsieur Si. Voilà. Donc, en termes d'excellence en fait d'exploitation minière et d'exploitation des minéraux, donc on peut parler de l'économie circulaire, donc où là, c'est pas vraiment sur l'exploitation minière, mais c'est sur le recyclage des minéraux pour avoir moins à extraire des minéraux du sol. Ça peut être l'emploi inclusif dans l'artisanat minier. On a vu qu'aujourd'hui, ce secteur est souvent informel, mais si on arrive à bien le gérer, à l'amener vers la légalité, tout en gardant les emplois qu'il procure aux Africains, donc ça peut être aussi quelque chose de positif pour l'Afrique. On peut parler aussi de l'économie de la fonctionnalité. Donc l'économie de la fonctionnalité, ce ne sont ne vend plus des produits mais des services. Donc pour les mines, moi ce que j'ai vu en Inde en particulier, c'était des exploitations minières qui se regroupaient localement et qui du coup, au lieu d'acheter chacun son camion pour arroser les routes pour éviter la poussière ou d'autres matériaux comme ça, enfin mettaient en commun leurs moyens pour gérer de manière collective. Donc ça fait que au lieu d'acheter un camion, 5 camions, on en achète un, voilà, ce genre de choses. Donc ça permet à la fois économiquement c'est intéressant, mais aussi d'un point de vue aussi environnemental, c'est aussi intéressant. Aussi, donc on peut parler de nouvelles formes d'entreprises minières, donc comme les coopératives artisanales minières, bon, ça rejoint un peu l'artisanat minier. Voilà. Donc au-delà du respect de normes, on peut aussi avoir des projets au niveau d'une mine ou au niveau d'une chaîne de valeur d'un certain produit qui permettent de diminuer l'impact minier. Voilà, je vais passer au slide suivant. On arrive. Donc ça, je pense qu'on a déjà pas mal passé, mais vous pourrez vous y référer. Donc c'est un peu le process de la mise en pratique de la RSE par les entreprises, donc en général et dans les mines. Donc en fait, le process, il y a d'abord une évaluation des impacts, après la mise en place d'une politique par l'entreprise, après des mesures en termes de process, d'organisation, des ressources, de gestion des aspects RSE, et puis après des mesures de transparence, parce qu'en fait, la RSE, s'il n'y a pas d'information des parties prenantes sur les impacts sociaux, environnementaux d'une entreprise et sur ce qui est fait pour gérer ces impacts environnementaux, et ben, en fait, la RSE ne sert à rien. Voilà. Encore un slide aussi que je vais passer rapidement pour qu'on puisse peut-être conclure, parce qu'on a dépassé le temps. Donc, je vais passer à la conclusion. Et je reviens là, je vais revenir en fait à ce que disait, ce qu'a présenté Moussa tout à l'heure. Donc la vision minière africaine fournit un cadre aussi de départ pour les codes et politiques miniers. En fait, ce que je voudrais rappeler donc sur cette VMA, c'est qu'en fait c'est un cadre beaucoup plus intégré que juste la RSE. C'est à la fois d'un point de vue institutionnel et aussi d'un point de vue de planification économique. Qu'est-ce que les États africains peuvent mettre en route pour mettre en œuvre pour que le développement de l'activité minière dans leur pays soit bénéfique au développement dans leur pays. Donc, comme on l'a vu, ça passe par le développement d'entreprises minières nationales, que ce soit pour l'artisanat minier ou aussi des entreprises plus grandes minières nationales. L'attraction aussi des investissements étrangers, parce que les pays africains ont besoin aussi des investissements étrangers et commencent à devenir compétitifs, donc ils doivent aussi profiter de cette manne. Il y a aussi toute une manne d'investissements étrangers qui commence à venir aussi de pays émergents, qui est aussi intéressant à attirer. Voilà. Mais il faut aussi que ça se fasse avec le développement d'un secteur national. Voilà. L'extraction minière aussi doit être intégrée en amont et en aval pour développer plus globalement l'activité économique du pays. Ensuite, il faut développer la gouvernance minière donc au niveau de l'État. Ouais, tout à fait, très bonne remarque, oui, tout à fait, tout à fait. Et ensuite, dans la vision, alors tout ça aussi, donc développer les capacités du pays, ça passe aussi par la formation professionnelle, par le développement des capacités de négociation pour les contrats miniers et des capacités pour la gestion des ressources minières au sein des gouvernements. Et puis après, sur les aspects plus RSE, donc dans la VMA, donc inclut promouvoir une gestion responsable et durable des mines, prévenir les violations des droits humains, inclure l'artisanat minier comme facteur de rééducation de la pauvreté en le rendant légal, et impliquer beaucoup plus les communautés, syndicats et collectivités locales
dans les décisions relatives à l'industrie minière dans ces pays-là et en particulier relatives à une entreprise minière. Voilà, il faut vraiment impliquer les parties prenantes locales, les communautés locales, les collectivités locales. Voilà. Et effectivement aussi, donc Monsieur Sine du Sénégal nous fait la remarque tout à fait juste, c'est que un cadre régional ou sous-régional, enfin exactement, parce qu'il y a des choses au niveau de la CEDEAO et de l'Afrique centrale, un cadre sous-régional ou régional donc permet aussi de limiter la concurrence qui est à la fin négative en fait pour les pays. Parce que brader les conditions d'exploitation minière, à la fin, tout le monde est perdant. Euh, à la fois les pays qui n'auront pas eu la chance d'accueillir ces activités, mais aussi le pays qui aura accueilli ces activités, mais en fait en subissant les impacts environnementaux pendant et à la fermeture de la mine, en subissant les conflits locaux miniers qui peuvent en découler, et puis en même temps n'ayant pas les capacités institutionnelles, politiques, économiques pour que cette activité minière profite vraiment à l'activité économique en général et aux populations en général. Voilà, donc je pense que j'en aurais fini là avec la présentation. Je propose qu'on peut encore avoir quelques questions et puis après je vous laisserai. Donc on est désolé, donc c'était ce premier webinaire, donc les conditions étaient un peu difficiles. Je pense que c'était un peu comme un rodage. Pourtant Chantal donc avait donc fait des tests avec certains d'entre vous, mais les conditions de jour J ne sont jamais comme on le prévoit. Bon, en plus, c'est vrai qu'en France, donc, on a eu aussi ces événements terribles qui ont fait que, voilà. Et puis, euh, et puis voilà. Bah, néanmoins, on vous remercie pour votre participation. Donc, si vous avez une ou deux questions, donc je peux. Ah oui, puis aussi la dernière chose, c'est que donc Priscille aussi, donc Priscille Zongo de la Chambre des mines du Burkina qui devait intervenir, donc a eu des soucis informatiques. Donc, on remettra sa présentation au prochain webinaire où nous aurons également quelqu'un du gouvernement du Mali qui nous parlera de l'exploitation minière artisanale et de l'exploitation, enfin des impacts socio-environnementaux de l'exploitation minière en général. Nous aurons aussi quelqu'un donc de la Société équatoriale des mines du Gabon qui nous parlera aussi donc de qu'est-ce que fait cette société pour légaliser donc les mines artisanales au Gabon. Et puis normalement, nous avons aussi un autre intervenant sur l'environnement, mais peut-être que du coup on le décalera parce que sinon ça fera, je pense, aussi trop d'intervenants. Voilà. Voilà. Donc merci pour vos retours. Et donc, alors si vous avez un mot de conclusion, ou Moussa, si vous voulez donner un dernier mot de conclusion par rapport à ce webinaire et nous faire partager votre expérience, donc vous êtes bienvenue. Ce qu'on peut faire aussi, donc n'hésitez pas, on vous enverra les présentations par écrit. On vous enverra aussi les liens donc, vers un certain nombre de ressources et de codes et de